Au début des annales du Disque Monde de Terry Pratchett, on nous présente Atwin. C'est une tortue gigantesque qui traverse l'espace avec sur son dos 4 éléphants qui eux-mêmes ont sur leur dos tout un disque géant qui forme le Disque Monde sur lequel évolue toute une civilisation. L'univers du Disque Monde, il est très parodique des univers de fantasy de la deuxième moitié du XXe, donc Pratchett, il aurait pu s'arrêter là, mais il a décidé de pousser la vanne jusqu'au bout en créant toute une cohérence autour du fonctionnement de son monde. Cohérence géographique, une cohérence démographique, géologique, historique, religieuse, culturelle. Par exemple, il n'y a pas de pôle sur le disque, donc pas de points cardinaux. Au lieu de ça, les habitants du disque, ils se repèrent par la direction du bord ou par celle du moyeu, le centre du disque. Et comme le disque est en rotation, ils vont soit en sens direct, soit en rétrograde. Ce que je viens de décrire, c'est du world building, de la construction d'univers fictif. Et c'est une étape par laquelle on est obligé de passer quand on écrit un récit de fiction. Un monde fictif, il peut exister sans récit, mais le récit, il peut pas exister en dehors d'un monde. Salut, je m'appelle William, j'écris un bouquin qui s'appelle Odyssée, et aujourd'hui, on va parler de world building. Il y a, à ma connaissance, aucun récit de fiction qui se déroule dans notre univers, même si on prend NCIS, par exemple, au pif. Et bah, non, c'est pas notre univers. Nous, on a bien un NCIS, mais on n'a pas l'agent spécial Leroy Jeffrey Gibbs. On a juste un mec qui lui ressemble et qui s'appelle Mark. Gibbs, on a dû lui créer son univers à lui. Un univers qui est très proche du nôtre, certes, mais un autre univers, avec son propre NCIS. Donc l'objectif avec cette vidéo, ça va être de décortiquer un peu comment on crée un univers de fiction pour pouvoir ensuite l'appliquer au bouquin que j'écris, Odyssée. Et il y aura pas Gibbs dedans. Quand on parle de world building, on pense surtout à la fantasy ou à l'SF, mais vous l'aurez compris, le world building ça concerne tous les genres narratifs. C'est juste que plus un univers va être éloigné d'une autre, plus l'effort de création va être important. Mais peu importe que votre univers soit complexe ou pas du tout, il va bien falloir commencer quelque part pour le créer. Et c'est là qu'intervient cette notion de bas en haut et haut en bas. En fait, ça fait référence à deux techniques possibles pour commencer à créer notre univers. Donc, si on part de bas en haut, ça veut dire qu'on part d'une idée précise, comme un personnage, un objet, une scène, un conflit, et de là, on va venir construire notre univers autour de cette idée pour la justifier, pour lui permettre de se développer. Et à l'inverse, construire notre univers de haut en bas, ça veut dire qu'on va partir des règles de base, des principes fondamentaux de notre univers, et qu'on va voir ce qui en découle logiquement, quelle histoire va émerger d'elle-même. Les films Ghibli, par exemple, typiquement, ils sont créés de bas en haut. On va prendre Kiki, par exemple, parce que c'est un de ceux qui sont tirés d'un bouquin. Et bah c'est un cas où assez clairement l'univers est construit autour d'une idée, en l'occurrence celle d'une sorcière coursière. Pour faciliter l'histoire, il fallait que la magie soit pas omniprésente, justement pour que Kiki ait quelque chose à apporter, mais aussi que les sorcières soient assez répandues et bien vues pour qu'elles puissent tisser des liens avec les personnages autour d'elles. Donc la solution de Eko Kadono, qui a créé Kiki la petite sorcière, ça a été de créer un univers où il y a une sorcière et une seule par village, et où elles rendent service à la communauté au travers des différents dons qu'elles ont. Ça peut être de la concoction de potions, ça peut être de la divination, ou de la livraison rapide. Maintenant, si on voit un exemple de construction de haut en bas, on peut aller chercher par exemple du côté d'Asimov. Même si vous avez jamais lu ce qu'il a fait, si vous vous intéressez un tant soit peu à la SF, vous connaissez forcément les trois lois de la robotique qui sont à la base de son univers. Un robot ne peut pas mettre en danger un humain ou même laisser un humain se mettre en danger. Un robot doit toujours obéir aux ordres d'un humain du moment qu'il ne contredise pas la première règle. Et un robot doit protéger son existence si cette protection n'entre pas en conflit avec les deux premières règles. Et il a écrit des centaines d'histoires qui sont tout simplement les conséquences logiques de ces trois règles-là. Il y en a une que j'aime beaucoup et que je vais spoiler dans 4 secondes, où un candidat à une élection présidentielle est suspecté d'être un robot, parce qu'on le voit jamais ni manger ni boire en public. Heureusement, un type vient lui demander de lui mettre une grosse patate de forain, ce qu'il fait et ce qu'un robot ne pourrait pas faire. Règle numéro 1. Problème, on finit par découvrir que le mec qui s'est pris une mandale est lui-même un robot. Or, un robot doit protéger son existence, règle numéro 3. À moins qu'un humain lui en ait donné l'ordre, règle numéro 2. Donc voilà, c'est le genre d'intrigue qui peut émerger naturellement quand on commence par établir les règles de base de son univers. Bref, pour faire très très simple, le world building de haut en bas à l'Asimov, c'est tracer le début d'un chemin et voir où il va mener. Et le world building de bas en haut à la Ghibli, c'est penser à un endroit, choisir un endroit et se demander comment on va pouvoir l'atteindre. C'est deux méthodes possibles, il n'y en a pas une qui est plus efficace que l'autre, simplement ça va avoir tendance à donner des histoires un peu différentes au bout du compte. Donc voilà, ça dépend de ce sur quoi vous voulez mettre l'accent. Bon, le problème c'est que tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est définir le point de départ de notre univers.
Maintenant, il va falloir le développer. Il y a mille et une façons de développer un univers de fiction. M.D. Priestley, qui est un auteur surtout de fantasy, il dit dans son World Building for Fantasy Authors and Fans, World Building for Fantasy Fans and Authors, que quand on imagine un monde pour un récit, on peut se baser sur tout un tas d'axes. La technologie, l'histoire, la sociologie, la biologie, la religion, la géographie, et plein d'autres encore. En fait, son idée va plus loin que ça, il propose un système pyramidal, enfin anti-pyramidal, en entonnoir on va dire, où on va pouvoir classer par ordre d'importance ces axes-là, ces domaines qui vont constituer notre univers. Là où ça devient intéressant, c'est que selon le type d'univers que vous voulez créer, les étages de votre anti-pyramide, ils vont pouvoir bouger. Ça par exemple, c'est l'anti-pyramide qui correspond à un univers de fantasy, et ça c'est celle qui correspond à un univers de SF. En vrai, c'est intuitif, quand on pense univers de fantasy, on pense grandes cartes ultra détaillées à la Seigneur des Anneaux, et quand on pense SF, on pense gadgets, vaisseaux et tout le tralala. Maintenant, pourquoi est-ce que ce schéma, c'est un super outil de world building ? Et bien parce que l'idée, c'est que chaque échelon de votre entonnoir va avoir un impact direct sur celui d'en dessous. Donc si vous êtes un peu en panne d'inspiration sur un élément, vous pouvez tout simplement regarder celui d'au-dessus, et vous demander comment en fait cet élément-là va avoir une conséquence sur l'élément d'en dessous. Tenez, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un univers de fiction qui existe déjà, et on va aller le disséquer un petit peu avec cette idée d'axe et de pyramide en tête. L'univers du jeu de rôle cyberpunk. Parce que oui, tout ce que je dis là, ça peut s'appliquer au-delà de la sphère littéraire. Les univers de films, de séries, de jeux vidéo ou de jeux de rôle sur table, ils sont tous conçus sur le même schéma. On va commencer par réarranger un peu notre entonnoir pour coller à l'univers, ça m'arrange, ça le simplifie. Mike Pondsmith, qui a créé l'univers de Cyberpunk, ce qu'il voulait, c'était un monde qui tourne autour du transhumanisme et de son rapport à la société capitaliste. Donc, on va partir de la technologie. Dans Cyberpunk, tout tourne autour du chrome, c'est des modifications du corps humain pour améliorer ses capacités physiques et intellectuelles. Ça va naturellement nous amener sur la biologie, puisqu'on va se retrouver avec des personnages qui sont quasiment tous à cheval entre l'humain et la machine, ce qui nous donne, ce qui se rapproche le plus d'un système de magie dans Cyberpunk, toutes les capacités de hack cérébral, d'augmentation des réflexes, de vitesse surhumaine et autres. Vous pouvez bien imaginer que les personnages n'utilisent pas que pour faire le café. Et donc culture, on se retrouve avec une société qui pousse ses membres à sacrifier leur humanité à la fois biologiquement et moralement, ce qui nous donne un monde gouverné par tout ce qu'il y a de plus froid et de plus violent, les corporations. Et paf, ça fait un univers. Donc cet entonnoir, c'est un super moyen de développer un univers de façon cohérente. Par contre, ça fait jamais que poser les grandes bases. Derrière, ouais, il va falloir charbonner un peu plus pour les détails, et là ça va être compliqué de trouver des techniques qui s'appliquent à toutes les situations, parce que chaque univers de fiction est différent, et que chaque auteur va mettre l'accent sur des choses différentes pour enrichir son univers, pour le rendre plus tangible. Par exemple, je sais que moi j'ai une obsession pour les langues, donc je m'appuie beaucoup sur le langage des différents peuples et des espèces de mon univers pour donner un aspect plus concret. On parle de conlangues, dans ces cas-là, c'est des langages qui ont été créés de toutes pièces plutôt que d'émerger naturellement au sein d'une société. Ça existe beaucoup dans la fiction, évidemment, par exemple David Peterson est super connu pour avoir créé les langues de Game of Thrones. Mais il y a aussi des langages qui sont créés soit parce que c'est fun, soit parce que c'est pratique. Il y a une conlangue qui s'appelle le Tokipona, elle tient en 200 mots de vocabulaire, et son but c'est d'être utilisée comme une langue commune super facile à apprendre. Mi-olin oiseau. Et si vous voulez quelque chose de plus connu, l'espéranto. Et ouais, c'est une conlangue. Pour revenir à la fiction, les langues c'est un exemple, mais il y a plein d'autres moyens de rendre un univers plus tangible. Tenez les cartes par exemple, en fantasy surtout c'est super répandu, et c'est top pour rendre un univers crédible. Et plus une carte est détaillée, plus l'univers va avoir l'air vivant. Par contre derrière ça vous force à rester ultra rigoureux dans votre texte pour que vos personnages traversent pas la moitié d'un continent à pied en 2 jours par exemple. Ce qu'on appelle souvent le lore aussi, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans votre univers avant le début de l'histoire, ça lui donne une substance. Vous avez forcément en tête des exemples d'univers qui ont des siècles, voire des millénaires de backstory, la Terre du Milieu évidemment, le monde du Trône de Fer aussi, la saga de la Fondation d'Asimov. Bon, il est encore revenu lui. Donc les détails géographiques, les éléments de langage, l'historicité, c'est les moyens de développer un univers qu'on retrouve le plus souvent. Mais vous pouvez aller plus loin que ça. Servez-vous de ce que vous connaissez. Tolkien, à la base, il était linguiste, c'est pour ça que les langues de son univers sont aussi pointues. C'est Stephen King qui donne un exemple que j'aime beaucoup aussi. Si vous êtes un plombier et que vous aimez la science-fiction, pourquoi ne pas écrire l'histoire d'un plombier à bord d'un vaisseau spatial ? La nuance que King il donne par contre, c'est qu'il faut utiliser ce qu'on sait pour enrichir
l'histoire et pas comme base au risque de juste déblatérer un cours. Mais apporter les connaissances pointues que vous avez, ça peut servir à concrétiser un monde fictif. Bon, maintenant qu'on a une belle liste d'idées pour développer un univers, je pense que je vais pouvoir commencer à vous parler un peu de celui de mon roman, l'univers d'Odyssée. L'univers d'Odyssée, c'est un univers de SF. Il est peuplé de tout plein de races intelligentes qui cohabitent dans un réseau de systèmes planétaires, ce qu'elles appellent des archipels. J'ai essayé de pousser au maximum les parallèles entre le voyage spatial et le voyage en mer, donc on va retrouver pas mal de vocabulaire nautique. Parmi tous les peuples qu'on retrouve dans ces archipels, il y a les Lobalai. Ils sont rouges, ils ont des grands lobes d'oreilles et ils sont connus pour être curieux. Et la plus connue des Lobalai, c'est une aventurière qui s'appelle l'Eclipse, qui se trouve aussi être l'exploratrice la plus renommée de l'univers connu. Ça est la mère d'Odyssée. Et elle a disparu avec son équipage pendant ses aventures. Je le disais un petit peu plus tôt, je suis un gros fan de langue et de traduction, donc j'ai essayé de créer des langages cohérents pour les Lobalai et les autres peuples de mon univers, même si la plupart parlent la sidérale, qui est la langue commune. Lobala, Halloween, Mirio. Mais pour avoir l'occasion de se croiser et de communiquer entre eux, ces peuples, ils vont avoir besoin de moyens de transport, de vaisseaux. Donc, même chose, j'ai essayé de faire en sorte que les vaisseaux et le voyage spatial soient relativement cohérents, à défaut d'être réalistes. Donc certes les personnages voyagent d'une planète à l'autre en quelques jours, mais ils ont besoin d'un générateur d'oxygène, d'un disque de gravité artificielle et de plein de trucs qui fonctionnent sur la base d'une logique très aléatoire, mais qui fait sens au sein de l'univers, j'espère. Maintenant tous ces éléments-là, la géographie de l'univers, son histoire, ses langues, ses cultures, sa technologie, ils vont évidemment se retrouver dans le texte, mais j'avais quand même envie de rendre tout ça un petit peu plus vivant, donc je me suis mis en tête de placer dans le bouquin des pages qui pourraient présenter ça, disons dans la diégèse de l'univers, c'est-à-dire qui existent dans la réalité d'Odyssée, genre des schémas faits par des personnages, des notes, des dessins, ce genre de choses. Le problème avec ce genre de choses, c'est que les placer à la fin de l'ouvrage, ça les cache au lecteur jusqu'à la fin, et à l'inverse, les placer au début, s'il y en a beaucoup, ça fait très exposition, c'est assez indigeste. Alors il reste placer ça au milieu du texte, c'est assez casse-gueule aussi, parce que ça peut sortir le lecteur de l'histoire, mais heureusement pour moi, Odyssée s'est divisé en plusieurs histoires, donc je peux tout simplement glisser ça entre les épisodes, ça donne une rythmique et ça marque bien les séparations entre les différentes aventures des personnages. Et maintenant, il me reste plus qu'à bosser là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Mine de rien, ça prend quand même un petit moment à faire, donc n'hésitez pas à vous abonner, cloche, pouce, etc., vous connaissez. Page 0, c'est aussi sur Insta, maintenant, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker et à me suivre de ce côté-là. Sinon, il y a toujours un Buy Me Coffee, le lien est quelque part dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine, bon courage si vous écrivez aussi. Ciao.